Et merci à tous et merci Aurélia de m'avoir invité. Alors je pense qu'on peut le dire, c'était un peu par hasard que j'ai commencé à lui parler du sentiment d'appartenance à une précédente conférence où elle m'a invité. J'ai dit mais je pense que quand même il doit y avoir un sujet dans le sentiment d'appartenance des administrateurs au GEC, parce que l'AFNOGEC, ça va quand même être loin pour eux. Ils viennent quand même pour l'école dans laquelle ils sont. Et en fait, en filigrane, j'avais un peu ce questionnement sur, moi, quel est mon sentiment d'appartenance? Alors, je ne suis pas administrateur d'OGEC, je ne suis pas du tout présent là-dedans, je le reconnais humblement, mes journées sont déjà chargées. Mais j'ai un sentiment d'appartenance très fort à mon ancienne école. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les écoles, mais en tout cas à Lyon, là où on était, quand j'étais enfant, c'était les maristes ou c'était les chartreux, la colline qui prie ou la colline qui travaille. Et on se reconnaissait assez clairement. Donc le sentiment d'appartenance était assez fort. Donc voilà, je vais essayer de partager un peu avec vous certains éléments sur ce sentiment d'appartenance. D'abord en se posant la question du bénévolat. Alors pas forcément le bénévolat d'administrateur, parce qu'à date, il n'y a pratiquement pas d'enquête. Il y a une psychosociaux qui a fait des recherches sur qu'est-ce qui met en mouvement des administrateurs d'associations, donc je vous le partagerai. Parce qu'avant d'aller analyser le sentiment d'appartenance, faut déjà se poser la question de qu'est-ce qui les amène dans ces associations. Puis ensuite, on parlera un peu du cap à préciser. Et puis de se dire, par rapport à ce cap, est-ce que nous sommes des moussaillons ou est-ce qu'on est des capitaines? D'accord? Ce n'est pas tout à fait la même posture et on va essayer de voir que chacun a un rôle à jouer et que c'est dans notre diversité qu'il faut aller redéfinir cela. Et ensuite, on fera une conclusion rapide aussi, je vais prendre exemple, sur cette navigation à proposer. Alors, je ne peux pas m'empêcher, j'aime énormément cette citation. Marchons dans l'espérance, je pense que sur le sentiment d'appartenance, et plus globalement, vous tous sur vos engagements, on peut essayer de s'accrocher un peu à ça. Alors, le bénévolat et la motivation. Si on se pose déjà une première question, j'ai repris une enquête, quand on interrogeait les personnes, qu'est-ce qu'ils imaginent, qu'est-ce qu'ils présupposent derrière le terme et derrière le rôle de bénévole? Quelle identification ils y mettent derrière. Alors, il faut déjà se dire qu'aujourd'hui, il y a un Français sur 4 qui est bénévole dans une association, un Français sur 4. Donc, c'est des chiffres, moi, quand je les ai découverts, qui m'ont très fortement étonné, et avec des niveaux d'engagement qui sont variables. Il y a le bénévole de quelques minutes, on va dire le bénévole de service, et le bénévole de compétences, comme ceux qui sont dans vos conseils d'administration, où là, c'est du bénévolat long, structuré, où il faut faire appel à des hauts niveaux de compétences. Je relève, moi, derrière ce graphique, 3 éléments qui me semblent intéressants. Le premier, c'est le troisième, je suis désolé, qui me semblait faire écho pour vous. C'est la personne ayant le souci d'être utile à sa communauté. Et là, il y a quand même 45% des personnes à qui on pose la question « un bénévole, c'est quoi ?» qui nous disent ça, avoir le souci d'être utile à sa communauté. Et ensuite, quelqu'un qui veut être acteur, quelqu'un qui veut faire changer. Et on reviendra là-dessus parce que c'est clé, effectivement, sur ce sentiment d'appartenance, avoir profondément le désir de faire changer les lignes. Donc on pourrait garder en tête de cette image du bénévole, quelqu'un qui est engagé, bien entendu, quelqu'un qui est utile, qu'il souhaite être utile, et enfin, quelqu'un qui souhaite être un acteur dans sa communauté, dans l'association, dans le secteur dans lequel il s'engage. Et alors, quand on pose la question maintenant aux bénévoles, tout à l'heure on l'a posé aux Français de façon générale, comment vous imaginez le bénévole? Oui, c'est des charentaises, j'aime bien, c'est intéressant, être utile, sortir de ces charentaises. Mais vous aurez remarqué que c'est sur un skateboard quand même, donc ça mixe un peu quand même les deux. Quand on leur pose la question de, pour vous, être bénévole, qu'est-ce que ça signifie? C'est se sentir utile. En fait, derrière, c'est opposer l'inactivité à l'inutilité. C'est dire peut-être qu'à un moment donné, le bénévole, soit il peut être retraité, soit il peut être en activité
plus professionnelle, plus légère, soit il peut être en pleine activité professionnelle et en même temps être très engagé. Mais pour un certain nombre, voilà, c'est s'opposer entre l'inactivité et l'inutilité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'à un moment donné, en ce moment, je n'ai pas d'activité professionnelle ou j'ai une activité professionnelle moindre que je suis inutile. Je souhaite continuer à être utile à ma communauté et à la société avec un grand S. Quand on regarde juste derrière, ils nous disent, pour 35%, faire de belles rencontres. À un moment donné, c'est aussi l'occasion, les engagements, le bénévolat, que ce soit du bénévolat d'administration comme les vôtres de bénévoles, comme vos engagements à tous ou en une grande partie, c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer d'autres personnes, des personnes qui vont effectivement nous bousculer dans nos convictions, dans nos façons de voir, qui vont nous permettre de grandir et d'aller rencontrer l'autre personne, rencontrer l'autre. Et alors là, on commence à aller toucher à un niveau qui est intéressant, je trouve. 34% nous disent « c'est transmettre mes compétences ». Et j'oserais peut-être l'élargir en disant, au-delà de juste transmettre mes compétences, c'est aussi acquérir de nouvelles compétences. Le bénévolat, il ne faut pas juste, mais vous le savez, mais je le dis parce qu'on me demande de parler là-dessus, c'est pas juste le deuxième ou le troisième âge qui s'engage. Il y a aussi, et pour accompagner des OGEC, de voir des quadras qui sont en direction d'entreprise et qui en même temps accompagnent ou dirigent des OGEC qui effectivement sont dans un plaisir de pouvoir continuer à développer leurs compétences ou faire un pas de côté. J'ai en tête un président d'OGEC, d'un très gros OGEC dans le centre de la France, qui est DRH d'une structure et qui se retrouve effectivement à présider un OGEC d'une immense structure sur des enjeux qui sont différents de celui qu'il peut côtoyer au quotidien dans son rôle. Donc c'est une vraie occasion soit de transmettre mes compétences quand je suis dans une dynamique plutôt de vie de transmission de mes compétences, mais également d'acquisition de nouvelles compétences. On est vraiment sur ce domaine-là, sur du bénévolat de compétences. Je vais apprendre ou je vais transmettre. Et parce qu'à un moment donné, il faut bien se le dire, c'est aussi, et ils nous le disent, une occasion de pouvoir s'amuser. C'est aussi une occasion de pouvoir, en lien avec ce que j'ai dit juste avant sur les compétences, acquérir, développer, transmettre des nouvelles compétences, mais pas tout à fait dans le même environnement que l'entreprise. Il y a 2 jours, j'utilisais cette expression sur une autre conférence, « same but different ». Voilà, c'est pareil, mais pas complètement pareil. Je vais utiliser mes compétences de la même façon, mais pas complètement dans le même environnement. Et finalement, dans un environnement exigeant, qui recherche l'excellence pour ses élèves, l'excellence pour tous, vous le disiez tout à l'heure, mais aussi pour les administrateurs dans une autre façon de pouvoir exercer ses compétences. Il faut bien l'avoir en fond de tête, c'est ça qui nous dit sur leur engagement. Et enfin, servir une cause, servir la cause de l'enseignement, vous en parliez, monsieur le secrétaire général, tout à l'heure, c'est effectivement un élément essentiel dans l'engagement des bénévoles, pouvoir servir une cause qui les dépasse et qui les transcende. Donc finalement, quand on essaye de synthétiser, oui, ce n'est pas tout à fait les mêmes chiffres parce que c'est une autre enquête, mais vous voyez qu'elle ressort un peu les mêmes points. Finalement, sur ce graphique-là, j'ai essayé de faire apparaître 2 éléments. D'un côté, finalement, ce qu'on pourrait appeler les motivations relationnelles, une motivation qui me connecte en fait aux autres, que ça soit être utile, agir pour la société, servir une cause qui me transcende, appartenir à une équipe, faire partie d'une équipe, faire partie d'un tout, ne pas être seul. Donc c'est vraiment une motivation qui se naît et qui se développe dans ma relation aux autres. Et à droite, on va retrouver toutes les motivations qui sont plus personnelles, effectivement, mon épanouissement, l'acquisition ou le développement de mes compétences et la possibilité d'exercer des responsabilités, la possibilité de pouvoir influencer, que mon action permette d'influencer. Tout ça, c'est l'engagement et la motivation des bénévoles. Après, il faut se poser la question, c'est bien d'avoir des bénévoles qui sont motivés, mais c'est intéressant de les avoir aussi qui sont satisfaits, d'entretenir cette motivation sur la durée. Et là, moi, je trouve ça extraordinaire. 7 sur 10 nous disent... Alors, le petit trait en bleu qu'on ne voit pas, je n'ai pas mis le pourcentage, c'est les personnes qui sont non satisfaites de leur bénévolat. Bon, c'est plutôt rassurant, il y en a 1%. Donc sinon, on est quand même globalement plutôt sur des personnes qui ont un haut niveau de satisfaction, mais qui nous disent qu'il y a quand même un peu de déception. Alors, il y en a une peut-être qui est moins prégnante dans les OGEC, mais ça, je vous laisserai à votre discrétion,
qui est de dire effectivement les effets. Mon bénévolat, mon action finalement a assez peu d'effets. Je pense que c'est plus le cas dans l'humanitaire. On peut dire, mais en fait, le chantier est tellement immense et mon action est tellement petite que est-ce que ça joue? Je pense que c'est un peu moins le cas dans les OGEC. Mais le troisième point, qui effectivement est intéressant, la relation entre les bénévoles, qui peuvent être une déception. Et derrière, on va pointer toutes les spécificités de la gouvernance d'un secteur associatif qui peut être assez compliqué, assez épuisant et énergivore. D'accord ? Mais finalement, quand on s'interroge sur la motivation des bénévoles, en filigrane, on peut s'interroger aussi sur la motivation de façon générale. J'aime beaucoup ce modèle de Pierre Morin, dans son livre « Le manager à la rencontre du sociologue », qui nous dit en fait, tout un chacun fait l'équilibre entre ce qu'il donne à l'institution, mon temps, mes compétences, mon énergie, et ce que l'institution me donne de l'autre côté. Et pour que mon engagement il soit viable et il tienne sur la durée, il faut que cet équilibre, cet équilibriste trouve son équilibre, sinon à un moment donné, il chute. Et il dit de l'autre côté, face à ce que je donne à mon institution, ce que l'institution me donne, il me dit c'est le contenu de poste. D'accord ? Enfin, derrière le contenu de poste, c'est tout l'intérêt effectivement de la mission. L'homme est passionné par son travail. Le bénévole a besoin effectivement d'un contenu de mission qui soit clair, qui sache sur quoi on l'attend, à quel moment on l'attend et quel est son domaine d'influence. Ensuite, c'est l'autonomie. D'accord ? Cette photo, je la remets à chaque fois pour bien parler de l'autonomie. Ça nous montre bien le style de management des années, on va dire, 80, 90. Enfin, d'un temps ancien qui n'existe plus et qui considérait à l'époque qu'il fallait manager une entreprise uniquement pour les 3 personnes, une institution ou une association uniquement pour les 3% de tir au flanc qu'on a dans toutes les institutions. C'est le cas. Il ne faut pas rêver. Il n'y en a pas moins dans les OGEC que dans les entreprises. Il n'y en a pas plus dans les entreprises que dans les OGEC. Il y en a partout. Mais effectivement, on travaille sur l'autonomie. Que ça soit un bénévole ou que ça soit un salarié, on a besoin de pouvoir être autonomisé, le terme est très moche, responsabilisé dans son domaine d'action. D'accord ? Et enfin, et derrière l'autonomie, c'est tout le sujet de la gouvernance. Les relations, c'est ce qu'on cherche aussi. On est un homme de relations, c'est l'homo sociabilis, l'homme qui a besoin d'être en contact avec les autres. L'homme est fait pour ces relations et on recherche cela tout particulièrement quand on peut être dans une période d'inactivité ou de moindre activité où effectivement on va avoir besoin d'aller se remettre en relation avec les autres. Et ensuite, dans ce modèle de Pierre Morin, il parle de l'employeur, la fierté d'appartenance à un projet. Et là, ça y est, on touche la notion du sentiment d'appartenance. Effectivement, être fier du maillot qu'on porte. Et ça, ce n'est pas le cas partout. Et on va effectivement essayer de s'interroger sur qu'est-ce qui permet de développer ce sentiment d'appartenance. Il est clé dans l'engagement des salariés et dans l'engagement des bénévoles. Le contenu d'un poste, l'autonomie, la responsabilité, effectivement, et l'employeur, la fierté d'appartenance à un projet. On l'oublie trop, c'est celui qui coûte le moins cher dans l'engagement, qui coûte le moins cher et qui rapporte le plus, que ce soit pour des salariés, que ce soit pour vos salariés dans les UDEGEC, les UROGEC, vos OGEC, mais que ce soit aussi pour vos bénévoles. La fierté d'appartenance, être fier du maillot qu'on porte. Et enfin, je ne pouvais pas le dire dans le passé, ce n'est pas le cas pour des bénévoles, mais pour les salariés, effectivement, il va y avoir toute la notion du salaire. Ce n'est pas le cas pour les bénévoles, mais gardez-le en tête dans ce levier d'engagement des salariés. Alors, je vous ai dit, il y a un modèle qui est effectivement de Nathalie Dubost, qui a analysé les leviers de motivation des administrateurs d'associations. Et elle nous donne ces 6 leviers-là. En les relisant tout à l'heure, en prenant mon café ce matin, je me suis dit, mais en fait, on pourrait les synthétiser en 2 modèles, en 2 blocs plus 2. D'accord ? Donc en 4 blocs au lieu de 6. On a le bloc du bas,
qui est tout le bloc du relationnel et de la communauté. Faire partie d'une communauté et entrer en relation avec les autres. On a tout le deuxième, donc ça c'était le 3 et le 4. On remonte la pyramide ou la marguerite. Après, on a le modèle, le 2 et le 5, qui touchent finalement clairement aux compétences et à ma contribution intellectuelle, mes capacités à développer mes compétences, à en acquérir, à en transmettre, ma capacité à contribuer intellectuellement à un conseil d'administration. Et après, il ne faut pas oublier les deux autres, d'accord ? L'autre à gauche, la reconnaissance de société, avec un grand S, la reconnaissance de la société. Je fais partie d'une structure, je suis membre d'une structure, et de l'autre côté, l'échappatoire. Et alors là, il ne faut pas se l'oublier, je pense qu'on en a tous, dans nos administrations, dans nos bénévoles, dans nos salariés, des personnes où effectivement l'activité professionnelle est un échappatoire. Okay ? Ça permet de fuir la maison, parce qu'à un moment donné, on a besoin de fuir et qu'on n'a pas forcément envie d'être en tête-à-tête avec maman tous les jours, ou ça peut être un échappatoire aussi à mes problèmes personnels. L'énergie et le temps que je vais consacrer finalement à une cause me permet de m'extraire des problèmes personnels, professionnels que je peux avoir par ailleurs. C'est la notion de l'échappatoire, il faut l'avoir dans les leviers d'engagement, dans les leviers de motivation, c'en est un parmi d'autres, c'est probablement pas le plus important, mais il ne faut pas l'oublier. Alors, si on revient à ce sentiment d'appartenance, on en a parlé, la fierté du maillot qu'on porte. Quand effectivement Aurélien m'a posé la question de dire mais est-ce qu'on pourrait essayer d'aborder cette notion du sentiment d'appartenance ? Voilà, sur quoi il s'appuie le sentiment d'appartenance ? Sur tous ces leviers de motivation, d'engagement dont on vient de parler, mais il va venir s'appuyer également sur d'autres éléments. Ce sentiment d'appartenance, l'association où l'on s'engage est un lien essentiel à la sociabilisation, à la socialisation et donc au processus de construction identitaire. Pour me construire, j'ai besoin de me sentir attaché à un élément particulier. J'ai besoin, on est assez grégaire. Et là-dessus, je pourrais vous raconter une anecdote que j'aime bien. Avant de rejoindre Ecclesia, j'étais directeur dans le cabinet Deloitte, un grand cabinet d'audit et de conseil. On change de bâtiment, on était à Neuilly, on part dans une tour à la Défense. Donc vous imaginez ma joie de quitter des petits hôtels particuliers de Neuilly pour aller dans une grande tour de 30 ou 29 étages. Et là, les gars de la RH nous disent, en fait, on va tester un nouveau modèle. On place les associés et les consultants et directeurs, vous vous installez où vous voulez entre le 1er et le 29e étage. Vous imaginez les consultants qui ont le fort désir d'être à côté de leurs associés. Pendant 15 jours, il n'y avait pas les associés étaient tout seuls. Il n'y avait pas un de leurs consultants de leur équipe qui venait s'asseoir à côté d'eux, sans qu'ils aient à le demander, Au bout de 15 jours, naturellement, tout le monde est revenu s'installer à l'étage où était son associé responsable. Parce qu'on a besoin d'avoir un totem, on a besoin de se réunir, on a besoin de se sentir faire partie d'un corps. Quand on est un consultant au milieu de 6 000 ou 7 000 personnes dans une tour à la Défense, qu'on arrive le matin à 8 heures, qu'on s'installe, parce qu'on n'avait plus de bureau, forcément on a un petit casier, on va chercher son ordinateur, son petit dossier, on va s'installer où on veut. À un moment donné, on est perdu parce qu'on ne faisait plus partie d'un tout. Le tout est trop vaste. Donc, naturellement, les gens se sont réinstallés à proximité immédiate du bureau des associés. Ça a tenu 15 jours, le nouveau modèle d'installation des bureaux. Bon, ensuite, ils ont réorganisé, ils ont pensé à autre chose. Alors, sur ce sentiment d'appartenance, sur ce besoin de faire partie, si on avait à définir ce sentiment d'appartenance, on pourrait parler du degré d'identification et d'attachement à un groupe. Degré d'identification, d'attachement à un groupe de référence. Alors, on va parler des 3 termes. L'attachement. D'accord ? Pardon, l'identification en premier. L'identification, c'est ma capacité à me reconnaître dans le groupe. C'est ma capacité à trouver un groupe qui est similaire, avec qui je suis en écho, qui n'est pas identique. On ne cherche pas des clones, ça n'a absolument aucune forme d'intérêt, mais qui a un degré de similarité dans lequel je peux arriver à m'identifier. Le degré d'attachement, ça va être toute l'attractivité
est-ce qu'on est attractif? Est-ce que les OGEC, est-ce que l'institution, est-ce que le groupe auprès duquel je souhaite m'attacher est suffisamment attractif pour que je me sente faire partie de ce groupe? Et c'est là où je posais la question de dire, finalement, l'attachement, est-ce qu'on s'attache à son école ou à son établissement? Alors j'ai effectivement 5 enfants qui sont tous en primaire. C'est surtout l'école aujourd'hui qui me parle. Ou est-ce qu'on s'attache finalement à son diocèse? Parce que tout autant que je suis parent et éventuellement administrateur ou ancien parent de l'école où j'ai eu mes enfants et je suis administrateur, en fait je suis paroissien et membre de mon diocèse. Donc finalement l'attachement, je le vis toute l'année, toute la semaine. Ou est-ce que je m'attache finalement à la FNOGEC ou à l'UROGEC ou à l'UDOGEC, qui sont des structures plus lointaines, plus évanescentes éventuellement? Et le dernier point sur cette phrase, donc le degré d'identification et d'attachement à un groupe de référence. Ce groupe, est-ce qu'il a une identité suffisamment forte? Est-ce qu'on arrive à le percevoir clairement? Donc si on reprend ces 3 éléments, on pourrait considérer qu'un sentiment d'appartenance, il faut 3 points pour arriver à le créer, le développer, l'entretenir. C'est effectivement l'attractivité, on en a parlé. Avoir le désir, si je me place côté bénévole, le désir de rejoindre la structure. Alors, désolé pour l'anglicisme, the place to be, c'est l'endroit où il faut être. D'accord? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on arrive à créer cette dynamique-là dans les OGEC, d'être suffisamment attractif? Ensuite, c'est l'identité forte envers, avoir une raison d'être, et on reviendra dessus, une raison d'être suffisamment forte, c'est ce que j'ai mis à un why, le pourquoi, c'est toute la démarche des cercles d'or de Simon Sinek, et on reviendra longuement dessus. Et avoir des caractéristiques similaires, partager des éléments de valeur, de comportement, de croyance avec ce groupe auquel je souhaite m'attacher. On peut aussi, ce sentiment d'appartenance, il est nécessaire à tout le monde. Tout le monde recherche ce sentiment d'appartenance. Je pense que vous vous souvenez tous de la pyramide de Maslow. D'accord? C'est bon? Pyramide de Maslow, les besoins primaires, secondaires, les différents niveaux. Le 3e niveau de la pyramide de Maslow, après les besoins physiologiques et de sécurité, c'est le besoin d'appartenance. J'ai besoin de me sentir appartenir à un corps qui est bien plus large que moi. Et je n'ai pas juste besoin de me sentir appartenir à ma famille. J'ai besoin de me sentir appartenir à un diocèse, à une église. J'ai besoin de me sentir appartenir, d'être fier du maillot que je porte professionnellement. J'ai besoin, dans l'engagement bénévole que j'ai besoin d'être finalement dans une communauté qui m'entoure et qui me permet de ne pas être seul dans un monde potentiellement un peu hostile. Alors, si on pose la question, qu'est-ce qui contribue à ce sentiment d'appartenance? Pour moi, il y a 2 piliers, et si je continue à filer la métaphore marine, il y a 2 éléments qui vont être le vent qui vont souffler dans les voiles. Soit à un moment donné, pour tous ceux qui ont fait de la voile, à un moment donné, quand il n'y a pas un pet de vent, on va dire le bateau il reste sur place, et puis on sort les pagaies pour le faire avancer. Ou alors, il faut être très 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 bon marin pour aller le chercher au plus près. Alors le degré, l'apprentissage, on revient, vous allez me dire, Gabriel, vous êtes sympa, vous faites que vous répétez depuis tout à l'heure. Mais à un moment donné, vous le savez tous, la répétition est essentielle pour qu'on mémorise. L'apprentissage, apprendre, développer des compétences. L'homme a besoin d'apprendre et de se développer, de se former. La première, alors là je suis désolé, je sors du champ des bénévoles. La première cause de mobilité des salariés, c'est le désir d'apprendre. C'est avant le salaire, avant la mobilité géographique, parce que mon épouse ou mon époux est muté ailleurs. La première cause qui fait que je quitte une institution, c'est le désir d'apprendre des nouvelles choses, le désir d'aller conquérir de nouveaux territoires. Donc voilà, l'homo apprenticus. Je suis donc j'apprends donc je suis. Le 2e pilier, c'est le partage, le besoin de partager, le besoin de ne pas être seul, le besoin d'entrer en relation, de partager, de communiquer. L'homo sociabilis, je suis donc je partage, j'échange donc je suis. C'est les 2 éléments qui finalement me permettent d'être pleinement homme.
c'est-à-dire d'apprendre, de me développer et de communiquer et de partager avec mes pairs. Donc ça, c'est les 2 piliers qui permettent de développer. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut entretenir un sentiment d'appartenance, il faut les construire, ces piliers. Il faut les construire, il faut les entretenir avec le temps. Il ne faut pas considérer une fois pour toutes, c'est bon, j'ai mis en place ce qu'il faut, ils peuvent discuter, partager, ils peuvent apprendre, j'ai plus à m'en occuper. Non, 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 non. On recharge et on charbonne régulièrement. Les 2 piliers, enfin les 2 vents marins, pour filer la métaphore, l'équipe, effectivement, être dans une équipe dont on partage les valeurs, les modes de fonctionnement, ce qui finalement rentre en écho avec ce que je suis, une équipe dont on peut être fier de porter le maillot. Et deuxième point qui met du vent dans les voiles, c'est effectivement la reconnaissance, le besoin essentiel d'être reconnu. J'en parlais à une autre conférence, je ne vois pas Jean-René, mais il m'a invité jeudi à venir parler sur la rémunération et la rétribution. J'ai dit le premier pilier, la rétribution, c'est de savoir dire merci. Et on est trop peu nombreux à réellement savoir dire merci à nos équipes. D'accord ? On sait que globalement, une structure dans laquelle il y a une culture du merci, savoir s'arrêter, regarder quelqu'un, merci Nathalie de votre présentation, entraîne un niveau de motivation et d'engagement de 30% de plus. D'accord ? C'est juste ça. Une entreprise ou une institution ou un groupe qui a la culture du merci, c'est 30% de plus, c'est aussi mécanique que ça. D'accord ? Le sentiment d'appartenance est en grande partie, et je suis désolé pour vous, entre vos mains, à chacun d'entre vous, les dirigeants de structures, d'associations. Puisque pour pouvoir entretenir ce sentiment d'appartenance, il faut la reconnaissance, et que pour développer une dynamique de sentiment d'appartenance, il faut de la reconnaissance. Et la reconnaissance, je suis désolé de vous le dire, c'est comme les escaliers, ça commence par le haut. On ne balaye pas un escalier par le bas. Donc quand on veut mettre en place une culture de la reconnaissance, ça commence par le premier échelon. Et ensuite, ça se cascade petit à petit, et les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, ça vient s'insuffler dans l'ensemble de l'organisation. Ça, c'est les éléments du sentiment d'appartenance. Apprendre, partager, être dans une équipe et être reconnu dans ce que je suis. S'il n'y a pas ces 4 leviers-là, quand bien même je pourrais être fier de mon maillot, à un moment donné, le maillot, je vais l'enlever, je vais le poser sur le fauteuil, et finalement, je vais être dans ces 60% de personnes que nous qualifie l'Institut Gallup, donc des personnes qui sont désengagées, qui viennent parce qu'il faut venir, qui viennent parce qu'il y a la lumière ou il y a le café, mais finalement qui ne viennent pas avec engagement fort et qui transcendent tout le reste et qui déplacent les montagnes. Mais au-delà du sentiment de reconnaissance, on a vu qu'il y avait, le sentiment d'appartenance, veuillez m'excuser, il y avait l'attractivité. Et pour être attractif, c'est redonner un cap, c'est redonner une vision, d'accord ? Pas une vision de la FNEGEC, elle y est. Pas une vision de l'enseignement catholique, elle y est déjà. Mais une vision pour les administrateurs, pour les bénévoles que vous recherchez. À quoi ils vont contribuer et pourquoi ils vont le faire. Et alors là, je voudrais reprendre, peut-être certains l'ont déjà entendu, si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite ce soir à aller écouter la conférence de Simon Sinek au TEDx de 2010, où il explique qu'est-ce qui change dans les grands leaders charismatiques. Et je reprends certains éléments de son modèle. Il dit, mais finalement, dans toute communication, on a 3 démarches. On donne d'abord le quoi, puis le comment, puis le pourquoi. D'accord ? Et il dit, là-dessus, c'est une erreur dramatique. On ne s'exprime pas aujourd'hui de la bonne façon pour arriver à mettre en mouvement les personnes. Et les grands leaders, finalement, en fait, ils inversent leur modèle de communication et on va revenir dessus. Il dit ça, il dit pourquoi, et l'explication derrière. Il dit en fait le quoi, toutes les organisations aujourd'hui savent ce qu'elles font. Enfin, je leur souhaite, parce que celles qui ne savent pas ce qu'elles font, là, elles vont avoir comme une vie qui est un peu compliquée. Donc, normalement, toutes savent ce qu'elles font. D'accord ? Donc, si je propose de regarder sur 3 exemples. Si je regarde chez Ecclesia RH, je suis désolé, je vais donner l'exemple chez nous.
on recrute pour les différents mouvements d'église. D'accord ? Si je regarde pour l'école de mes enfants, à Saint-Joseph de Meudon, ça va être ils enseignent et ils instruisent mes enfants, et avec talent et passion. Si je prends une toute autre organisation, par exemple Apple, il pourrait dire on fait des ordinateurs, de téléphones, des montres, etc. On fait de la techno. D'accord ? Ça, le quoi, il est assez clair chez tout le monde. Si on pose la question ensuite du comment elles le font, là, Simon, il dit, on commence à diminuer. Il n'y a que quelques organisations qui savent comment elles font. Toutes ne le savent pas. Si je regarde chez Ecclesia, toujours les trois, je pourrais dire, comment nous, on répond au quoi dont je vous ai donné, c'est en cherchant des candidats qui partagent les meilleurs candidats, on essaye, qui partagent les valeurs de nos clients et des institutions. Si je reviens sur Saint-Joseph de Meudon, c'est par des pédagogies innovantes, comme ce qu'ils font sur le Montessori ou dans l'apprentissage de la lecture, où ils ont développé leur propre méthode d'apprentissage. Si on reprend Apple, toujours l'exemple que Simon file aussi dans son conférence, Apple pourrait dire on fait des ordinateurs avec un design et une technologie magnifique et quelque chose d'extrêmement user-friendly. C'est quand même le marqueur, quoi. Vous achetez une montre Apple ou un téléphone Apple, il n'y a pas de notice. Donc, ils sont tellement confiants dans leur capacité à faire des trucs simples qu'ils ne mettent plus de notice. Donc ça, c'est le pourquoi. Le comment. Il y a un certain nombre d'organisations qui le savent, mais pas toutes. Mais le pourquoi, pas en deux mots, en un seul. Non, parce que le pourquoi, quand on est dans le monde économique, en deux mots, c'est assez simple, c'est pour faire du chiffre. Mais le pourquoi en un seul mot, qu'est-ce qui nous réunit ? Pourquoi on est tous là ? Pourquoi à un moment donné, vous tous, les 160 personnes qui m'a dit Aurélia s'être inscrit aujourd'hui, vous vous êtes levés un samedi matin à 7 heures, au lieu d'être chez vous et de profiter de vos épouses ou de vos époux, de vos enfants ou de vos petits-enfants, ou de faire la grasse mat tout simplement, c'est tout aussi honorable. Pourquoi on le fait ? Et ça, quand on pose cette question-là, finalement, dans les organisations, il y en a très peu, oserais-je dire très, très peu, qui savent pourquoi elles le font et qui sont capables de me l'expliquer en des mots simples, clairs, une phrase. D'accord ? Je faisais le test hier avec une congrégation qui a un très grand lieu d'accueil. Et j'étais avec le supérieur et qui me dit, mais en fait, Gabriel, on n'y arrive pas, on a plein de silos différents, on n'arrive pas à créer du collectif. Je dis, mais pas de problème, père. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous réunissez tout le monde ? D'accord ? Il me demande d'aller animer une journée entière pour créer du collectif. Je dis, pourquoi ? C'est quoi la raison d'être de cette maison d'accueil ? Mis à part que le bâtiment est absolument superbe, en plein milieu du 7e arrondissement, avec un parc extraordinaire. Mais enfin, c'est quoi la raison d'être ? Et alors là, il rentre dans une explication, je l'ai laissé parler. Je n'ai pas chronométré, mais je pense qu'il m'a dû me faire une explication en 5-7 minutes, peut-être 10. J'ai dit, OK, père, si vous-même, vous mettez 10 minutes à m'expliquer la raison d'être de cette maison, comment voulez-vous que vos salariés ils comprennent pourquoi tous les matins ils se lèvent et pourquoi ils doivent travailler ensemble ? D'accord ? La raison d'être, le pourquoi. Qu'est-ce qui nous réunit tous ? Et finalement, dans cette explication du pourquoi, en un seul mot, donc qui est ce cap à retrouver, mais qui finalement, je dis, il faut inverser la logique, et c'est tout ce que dit Simon Sinek, c'est dire, mais attendez, aujourd'hui, dans notre communication, on dit, je vends des ordinateurs, je les fais plutôt assez magnifiques, est-ce que vous voulez m'en acheter un ? Ça pourrait être Apple. Si je me mets dans l'école de mes enfants, on est une école de quartier familiale, on a des pédagogies innovantes. Vous avez envie d'inscrire vos enfants chez moi ? Laissez-moi réfléchir, non. Enfin, je vais aller discuter avec les copains pour qu'ils me disent où est-ce qu'ils inscrivent leurs enfants. Ça ne me fait pas rêver. Pourquoi ils n'arrivent pas ? Alors, le pourquoi du pourquoi à m'expliquer finalement la raison d'être plus profonde. Comment il pourrait m'expliquer pour me motiver à être administrateur de l'OGEC ? Alors là, je ne vais pas répondre à ça et je ne vais pas vous donner de piste, je suis désolé, parce que c'est tout l'objet de vos réunions et de vos ateliers de cet après-midi, c'est d'essayer de définir ce pourquoi, en un seul mot. D'accord ? Ce qu'il explique, Simon Sinek, là-dessus, il dit, mais en fait, que les choses soient claires, cette réflexion en 3 cercles, elle est très proche de la biologie.
En fait, quand on fait une coupe, alors là, je suis tout sauf biologiste, donc s'il y a des personnes qui sont plus médecins ou plus biologistes que moi, veuillez m'excuser d'avance si je dis des bêtises. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu et ce que j'ai cru comprendre. Globalement, on fait une coupe du cerveau horizontale et on va voir qu'on a 2 grandes zones, d'accord, même voire 3 grandes zones. On a le néocortex, qui est le cerveau le plus récent, c'est le cerveau de la parole, d'accord, c'est le cerveau du langage et du rationnel. D'accord? C'est le quoi. Et si on va au cœur, c'est ce qu'on appelle le limbique. C'est le cerveau reptilien, c'est le cerveau de la réaction. C'est le cerveau où il n'y a pas la parole, où il n'y a pas le langage. C'est le cerveau des émotions. D'accord? Quand effectivement, Simon, dans sa conférence, nous interpelle et nous dit « Mais les amis, repensez à votre pourquoi en un seul mot. Reposez-vous vraiment cette question. Et ne me faites pas une phrase de 10 minutes. Parlez-moi avec l'émotion. » Dites-moi avec émotion ce que vous faites. Si je reprends l'exemple d'Apple qui donne, Apple, il pourrait dire, on pourrait commencer en disant, mais attendez, chez nous, notre conviction la plus profonde, c'est de faire bouger les lignes. C'est de renverser le statu quo. C'est de s'interdire de faire du similaire. D'accord ? En toute chose, on considère qu'il faut faire bouger les lignes. Et notre façon de faire bouger les lignes, notre comment, c'est de le faire avec design, avec créativité, avec beauté. OK ? Ben, accessoirement, on fait des ordinateurs. Ça vous tente d'en acheter un chez moi ? Personnellement, moi, ça me fait un peu plus rêver que de me dire que l'ordinateur, il y a effectivement le logiciel bidule et le truc machin dedans. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, de me dire qu'effectivement, je vais rejoindre finalement une communauté qui fait bouger les lignes, qui refuse le statu quo, qui a envie de toujours se mettre en mouvement, ça réveille quelque chose de différent chez moi. Ça ne réveille pas mon côté juste de consommateur, mais finalement plus d'acteur. Est-ce que vos bénévoles, vous avez envie qu'ils soient consommateurs ou est-ce que vous avez envie qu'ils soient acteurs de la transformation de vos institutions? Et si c'est le cas, il faut que vous alliez chercher finalement et que vous communiquiez beaucoup plus sur un pourquoi plus large. 5 minutes pour, non pas clôturer, parce qu'Aurélia m'a dit 45 minutes et pas 1 minute de plus. Je vais vous citer rapidement les 9, toute la recherche sur les 15 dernières années ont permis de définir les 9 grands types de pourquoi. Je vous simplifie le travail pour cet après-midi. Vous n'aurez plus qu'à faire votre choix dedans et ensuite à le rédiger. Bon courage, ça c'est un peu de boulot de le rédiger. Alors le premier, c'est contribuer, d'accord ? Contribuer à changer le monde. Derrière, on pourrait se prendre l'exemple de je vais essayer de vous citer quelques exemples de grandes personnalités derrière. C'est par exemple Mère Teresa, une vie non vécue pour les autres et une vie qui n'a pas de goût. D'accord ? Le deuxième grand pourquoi, c'est créer un monde de la confiance. Alors je pense que vous l'avez tous, vous le connaissez tous, c'est un de nos confrères, gens de confiance. Je pense que eux, c'est un peu clé, effectivement, de créer la confiance. C'est ce qui les a emmenés d'une plateforme communautaire de vente de matériel entre personnes, finalement, à une plateforme de réflexion sur la confiance. Si on va sur le troisième, c'est un troisième grand pourquoi, c'est créer du sens, c'est pouvoir arriver à clarifier. C'est le pourquoi qui met en mouvement nos hommes politiques. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec eux, mais leur démarche profonde, c'est d'essayer d'apporter une clarification dans un monde compliqué. Après, on adhère ou on n'adhère pas, mais c'est le driver des hommes politiques. Le quatrième qu'on pourrait citer, c'est améliorer. D'accord ? C'est l'innovation, c'est contribuer à améliorer une technologie, une méthode. C'est pas d'inventer, c'est d'améliorer. D'accord ? Le cinquième qu'on pourrait citer, c'est bien faire. Là, c'est tout le modèle de l'entraîneur. D'accord ? L'entraîneur de foot, l'entraîneur de basket ou je ne sais trop quoi. Ou le bien faire, on pourrait citer dans les entrepreneurs, on pourrait citer Henry Ford, qui a cherché à effectivement bien faire, à permettre à chacun de bien faire son métier en standardisant, en processant les métiers, aider à trouver le bon geste. J'ai mis ça, le geste du potier, la bonne posture, la bonne façon de faire. Le sixième, c'est challenger. C'est refuser le statu quo. Alors, je pense que là, vous avez bien compris, c'est Apple qui vient se loger derrière. C'est aller au-delà des normes, des habitudes. Nous, on disrupte. C'est extrêmement moche.
Mais un consultant en organisation ou RH qui n'utilise pas le mot disrupt sur une conférence n'est pas digne de ce nom-là. Donc, il fallait que je le mette quand même à un moment donné. Donc, c'est celui qui disrupte, qui casse les marchés. D'accord ? Le 7e qu'on pourrait citer, c'est maîtriser. C'est la recherche pure. Derrière, c'est la recherche fondamentale. C'est la recherche, c'est l'intellect, c'est la maîtrise. C'est l'excellence du savoir derrière. C'est le savoir pour le savoir. Après, le 8, clarifier. C'est plus la recherche appliquée. Tout à l'heure, c'était la recherche fondamentale. Là, c'est la recherche qui est appliquée. Ici, on est dans contribuer à clarifier, à apporter de la compréhension, de la simplification. Et simplification, c'est même le dernier, mais là, c'est dans l'angle de la simplification de la vie quotidienne. OK. Il n'y en a pas 50 de grands pourquoi. Il y en a 9. Après, ça se décline dans une organisation, ça se reformule. Mais si vous arrivez en une phrase courte à écrire le pourquoi d'un administrateur d'un OGEC, vous arriverez peut-être à entraîner un sentiment d'appartenance. D'accord ? Mais ce n'est pas parce que vous l'aurez écrit que vous y arriverez. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que si vous n'arrivez pas à écrire ce pourquoi, simple, clair, motivant, qui donne ensuite de se lever comme pour les Danettes, vous n'y arriverez pas. D'accord ? Vous ne créerez pas de sentiment d'appartenance. Je suis désolé d'être un peu assertif, mais ça, c'est une réalité. Pour arriver à un sentiment d'appartenance, il faut être attractif. Pour être attractif, il faut parler aux sentiments et pas dire « venez dans un OGEC, vous allez pouvoir mettre en mouvement vos compétences dans les enjeux financiers, etc. » Non, ça fait pas se lever, quoi. Ça ne fait pas se lever un samedi matin à 7h pour venir écouter Gabriel vous parler de sentiment d'appartenance. Donc, il existe ce pourquoi, mais formalisez-le, assumez-le, communiquez-le ensuite. C'est toute cette préparation de la navigation et ça sera ma clôture. Il y a 3 étapes si vous voulez développer ce sentiment d'appartenance. Premièrement, vous ne pouvez pas le développer sans avoir une vision claire de qu'est-ce qui engage, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui fait bouger vos administrateurs aujourd'hui. Sinon, vous allez écrire des choses capillotractées, des choses évanescentes. Vous allez vous faire plaisir, mais ça sera déconnecté de la base. Deuxièmement, le sentiment effectivement d'appartenance. Écrivez-le autour de votre why, autour du pourquoi, de votre raison d'être du rôle d'administrateur d'OGEC. Et si ça, vous l'écrivez, vous pourrez vous inscrire dans cette citation de saint Thomas More. « Le pilote ne quitte pas son navire devant la tempête parce qu'il ne peut pas maîtriser le vent, puisqu'il aura une raison d'être qui le transcendra. » Merci à tous. Merci.